Aujourd'hui, nous allons parler de la beauté. La beauté, c'est quelque chose, c'est un sujet qui jusqu'à aujourd'hui, est toujours subjectif. Même si on s'entend sur le fait qu'il y a des personnes belles, comment ça fonctionne, c'est quelque chose d'assez complexe. Parce que les avis sont différents là-dessus. Et ouais, jusqu'à aujourd'hui, ça reste toujours un point d'interrogation lorsqu'on regarde l'évolution du monde. La beauté est l'un des plus grands mystères, comme je vous le disais. La beauté est l'un des plus grands mystères de l'humanité. Elle semble universelle et intemporelle. Pourtant, chaque culture, époque a redéfini ses contours. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la beauté semble être universelle, mais elle est subjective. Elle est subjective parce que au cours des époques et de l'évolution de l'homme et des changements au niveau des ères. Quand je dis des ères, c'est des époques 1800, 1600, 1500, 400, 300 et tout le reste. L'évolution de la beauté a été faite selon les générations. C'est-à-dire chaque génération qui était présente avait ses canons, avait ses dictats et avait son idée. La question qui revient de se poser est: est-ce que la beauté est une construction sociale, ou est-ce que c'est une harmonie mathématique, ou est-ce que c'est le reflet de... Est-ce qu'elle est liée à la morale? Alors dans l'Antiquité, nous avions Platon, Aristote et les Grecs et les Romains. Alors Platon, lui, il sous-entendait que la beauté était liée au bien, c'est-à-dire aimer le bien, c'était tendre vers la beauté pour lui. C'était en soi pour lui une manifestation des idées. C'était en soi pour lui une manifestation du divin. Aristote, par contre, lui, il a associé la beauté à la proportion et à la clarté. Pour lui, ce qui était beau était clair. Et pour les Grecs et les Romains, la beauté était associée à la symétrie, à la proportion parfaite, à l'équilibre, à quelque chose à la mathématique. Donc en gros, le terme qu'on retient ainsi, c'est que ce qu'on peut retenir sur la beauté, c'est que tout s'accordait à dire que la beauté avait un caractère harmonieux et universel. Alors le Moyen-Âge en fait une distinction. En ce qui concerne le Moyen-Âge, ils font la distinction entre la beauté spirituelle et la beauté divine. Alors, pour eux, il y avait ce qu'on appelle la beauté terrestre. La première distinction qu'ils en font, la première distinction qu'ils font est la suivante, c'est que la beauté terrestre en soi n'était plus une fin en soi. C'était l'intérieur qui devait faire ressortir la beauté. Donc le reflet en quelque sorte, la beauté pour eux était le reflet de la beauté divine, parce qu'il n'était pas focalisé sur la beauté terrestre, c'est-à-dire celle extérieure. Saint Augustin, par contre, dit que la beauté est le signe visible de l'ordre de Dieu. Et lorsqu'on lit les défis de la complexité d'Edgar Morin, on se rend compte que il y a ce qu'on appelle l'ordre dans le désordre. En gros, si je vous fais un exemple banal, vous allez par exemple dans un canyon ou bien vous avez une vue d'oiseau dans un hélicoptère et vous regardez le paysage et vous êtes par exemple en face d'un paysage là où il y a des oiseaux, là où il y a des lions, là où il y a un peu de tout. Alors, toutes ces choses que vous voyez, tous ces animaux et tous ces êtres que vous voyez suivent un ordre parfait. Et cet ordre, c'est ce qui est qualifié comme étant la beauté. Pourtant, à vue d'œil, ça semble être le désordre parce que chacun évolue selon pas ses principes, mais selon son instinct. Alors, chaque animal aura son instinct, sa façon de se comporter, mais le fait que chaque animal ait son instinct et sa façon de fonctionner n'empêche en rien que eux tous fonctionnent en symbiose. Un peu comme la chaîne alimentaire. D'une certaine façon. L'art médiéval, par contre, se détourne du réalisme. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est relever l'humain au niveau du divin. Pour ceux du Moyen-Âge, la beauté était synonyme du sacré. Alors c'était quelque chose de spirituel pour eux, d'immatériel. Et là, nous arrivons maintenant à la Renaissance. Dans la Renaissance, il y a la science et le retour à l'homme. Et à ce niveau, il y a une redécouverte des modèles antiques. Léonard de Vinci, Botticelli, Michel-Ange, pour ne citer que ceux-là. Et il y avait aussi le fait que la beauté est devenue un équilibre en nature, un équilibre en art et en science. Parce que, comme je vous l'ai dit au préalable, la beauté était, pour les Grecs et les Romains, était un signe
était défini comme comme la symétrie, l'art, la science. Si vous regardez, vous avez vu l'homme, je peux le dire en italien parce que j'ai oublié l'appellation française, l'uomo vitruviano. C'est cet homme-là qui a, je crois, 3 mains, 3 pieds. Ouais, c'est ça. C'était en quelque sorte, c'est un symbole de beauté, de perfection et de lien entre la science et l'homme. Et ça, c'est le symbole, c'est même le symbole qui marque le retour à l'homme et à la naissance de la science en ce qui concerne la beauté. Donc pour les Renaissants, la beauté a à voir avec l'harmonie, l'art et l'humanisme. Nous arrivons maintenant au XVIIe et au XVIIIe siècle. Dans cette ère, il est question de la raison et du sublime. Et on revient maintenant sur l'aspect terrestre, sur l'aspect physique. Le classicisme français, surtout en ce qui concerne la proportion, la mesure et le respect des règles. Et cette conception de la beauté a conduit à un débat. Il y a eu un choc, il y a eu une division et nous avons commencé à assister à différents canons de beauté, définitions de beauté selon tout un chacun. Parce que la question était, est-ce que les goûts et les couleurs se discutent? Emmanuel Kant dit que la beauté produit un goût désintéressé, mais il touche l'universel. Finalement, dans le XVIIe et le XVIIIe siècle, la beauté a plus un trait subjectif. Approchons-nous de la beauté au niveau romantisme. Parce que c'est vrai, lorsque nous observons quelqu'un, lorsque nous sommes émerveillés à la beauté de quelqu'un, c'est plus sur l'aspect romantisme, je dirais, parce qu'on s'imagine, on va dans des... on rêve, nous sommes sur des nuages. Et à ce niveau, la beauté devient rattachée à la nature sauvage, à l'authenticité, à l'originalité. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous regardez les peuples, chaque peuple a son canon de beauté. Mais avec le temps, à cause des choses que le monde a connues, comme la colonisation, ces canons ont dû être redéfinis. Pourquoi? Parce que les colonisateurs, si je prends cet aspect-là, les colonisateurs, du fait de vouloir imposer leur supériorité, ont instauré et ont forcé des canons de beauté qui n'étaient pas la norme. Parce que lorsque nous regardons le globe, chaque nation, chaque société, chaque groupe d'individus a ses us, ses coutumes, ses cultures et ses canons de beauté. Ceci étant dit, c'est comme un jardin dans lequel il y a plusieurs types de fleurs. Et lorsque nous sommes dans un jardin dans lequel il y a plusieurs types de fleurs, il est inutile et voire même stupide de comparer la beauté d'une fleur à celle d'une autre. Et au niveau de la subjectivité et du romantisme, la beauté dans l'art, nous avons la présence de la beauté comme signe d'imperfection. Parce que les personnes qui se rapprochent ou bien qui ont une certaine définition de la beauté, l'auront comme le parfait, comme je le disais, la symétrie, l'exactitude et tout le reste. Mais plus on s'y approche, lorsque nous rentrons dans l'art, la beauté a un tout autre sens. C'est un mélange de perfection et d'imperfection, d'une imperfectibilité perfectible, si je peux le dire ainsi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes deux fois attirés par des personnes qui ne correspondent pas à nos canons subjectifs de beauté, mais nous éprouvons une attraction pas ambiguë, mais inextricable, d'accord? Et là, nous étions dans le 19e siècle. Nous arrivons maintenant dans le 20e siècle. Le 20e siècle, c'est ce siècle où il y a une crise et un détachement de la beauté. Les avant-gardes, Picasso, Duchamp, Dada, contestent la beauté comme étant du merveilleux, comme étant quelque chose de beau. Pour eux, la beauté n'a pas rien de beau, mais la beauté n'a pas ce caractère qu'on attribue comme étant du merveilleux, de l'éclat. Alors, pour eux, ça revêt une toute autre définition. Je vous l'ai dit précédemment, avec la subjectivité et l'émotion en ce qui concerne la beauté. Et au XXe siècle, la beauté devient pluralisme, choc entre ce qu'il est et ce qui ne l'est pas, entre règles et pas règles et non règles, entre loi et non loi, entre canon et hors canon, entre droit et maladroit ou droit et tordu. C'est un mélange de toutes ces choses-là au niveau artistique que les dadaïstes, que les avant-gardistes considèrent comme beauté. C'est un peu comme si ils trouvaient de la beauté dans la confusion. À ce niveau, nous voyons que au XXe siècle, la beauté
assume un caractère de diversité. Elle n'est plus classée comme... elle ne répond plus à des règles précises, mais elle est le mélange, elle est l'assemblage de beaucoup de traits et de beaucoup de caractères dans divers secteurs. Au XXIe siècle, le nôtre, nous sommes entre les normes et les diversités. Je faisais référence tout à l'heure à la colonisation. Et outre la colonisation, nous avons aussi le message qui continue d'être perpétré par les médias, selon lequel la beauté est synonyme de vêtements, d'extérieur, d'éclat et de tout ce qui tourne autour de ces termes-là. L'artifice est le trait premier de la beauté de nos jours. Si vous n'êtes pas artificiel, ce sera difficile pour vous d'être considéré comme quelqu'un de beau ou quelqu'un de belle. Et ce qui nous a conduit à cela, c'est la banalisation, par exemple, de la chirurgie. Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent avoir recours à la chirurgie. C'est devenu quelque chose bon marché, avec des dangers dans certains pays. Lorsque certains vont les faire dans certains pays sans suivi et sans attention, si je peux le dire ainsi. La banalisation de la chirurgie, par exemple, la propagande au niveau du make-up, des poudres qui sont faites à base de produits chimiques qui viennent, que nous installons sur notre corps, que nous mettons sur notre corps et pour paraître beau, pour ressembler à un certain type. Alors, la première chose ou la chose qui est importante de souligner, c'est que les marques mentales au niveau de la beauté ont été profondes, surtout en ce qui concerne la colonisation, parce que lorsque vous regardez certaines aires, certaines géographies, certains pays, plus précisément, dans les pays colonisés, ce standard, ce dictat de beauté avec ses caractéristiques jusqu'aujourd'hui continue à tourner, continue à hanter le cerveau de beaucoup de personnes, que ce soit les hommes comme les femmes. Un certain désir de ressemblance à ce qui nous a été imposé se fait toujours voir, et ça nous le voyons tous les jours. Et malgré le fait d'en parler, l'attachement et l'aliénation demeurent. Quitte à être traité de sorcier, on préfère se taire, par exemple, face à une conjointe qui toujours décide de sortir avec une perruque, des faux cheveux, ou elle ne peut pas sortir avec... elle peut pas sortir sans s'être mise des poudres sur le visage, des produits chimiques, ou un homme qui, pour lui, être beau, c'est aller refaire le nez, c'est refaire le corps, c'est essayer d'allonger sa taille, essayer d'avoir certains attributs de façon X ou XXL, et là, ça devient, c'est compliqué, et la société va de mal en pis. Mais pensez à ceci, cette phrase que j'ai toujours en tête, qui dit « La beauté est dans l'œil de celui qui voit ». Au final, pour ma part, ce qui rend quelqu'un beau ou belle, outre l'attirance physique, c'est l'intérieur de la personne, c'est ce que reflète la personne, c'est la personnalité qui comprend le caractère. Et lorsque cette personnalité qui comprend le caractère est bonne, elle fait ressortir des valeurs, des traits qu'on ne peut percevoir que de l'intérieur, qui se reflètent de l'extérieur. Quand bien même l'extérieur ne correspond pas à nos critères, nous trouvons ça beau et merveilleux. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas quelquefois à classifier et à savoir pourquoi nous avons eu un béguin pour X ou Y personne. En ce qui concerne la beauté, il y a beaucoup à dire, mais je m'arrête là.